Bonsoir. À la une de ce journal, le président de la République était récemment tourné au Fouta Djallon. Partout où il s'est rendu, notamment à Dalaba et Mamou, les populations en liesse lui ont accordé un accueil chaleureux. Une occasion mise à profit par le chef de l'État pour inaugurer les MUFA de ces zones. Et puis près de 3 000 milliards de francs guinéens, c'est le montant déclaré dans les mines au cours de l'année 2016. Un chiffre que révèle le rapport ITIE-Guinée, enfin achevé. Également, dans cette édition, la célébration en différé de la journée de l'enfant africain, et c'est la cité de Kamsar qui a été choisie cette année par les autorités du ministère de l'Action sociale pour la commémoration de cette journée historique. C'était là pour les titres. Bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce journal qu'on démarre avec ce décret du président de la République. Décret D 2018-096 PRG-SGG portant confirmation des élections des représentants de l'Institution nationale indépendante des droits humains INIDH et du barreau et l'ordre des avocats de Guinée en qualité de conseiller à la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 146, 147 et 148, décrète. Article 1er. Sont confirmées les élections par l'Institution nationale indépendante des droits humains et l'ordre des avocats de Guinée pour siéger en qualité de conseiller à la Cour constitutionnelle, les cadres dont les noms et prénoms suivent. 1. Au titre de l'Institution nationale indépendante des droits humains, M. Ansoumane Sako, Mme Goumou Fatoumata Morgane. 2. Au titre de l'ordre des avocats de Guinée, Maître Mamadou Muntaga Ba. Article 2. Avant leur entrée en fonction, les intéressés prêteront serment en audience solennelle publique devant le président de la République et le président de l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de l'article 103 de la Constitution. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 28 juin 2018, signé professeur Alpha Condé. Et puis on enchaîne avec ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République qui vient aussi de nous parvenir. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la Guinée et l'Ouganda, son Excellence M. Yoweri Museveni, président ougandais, effectuera à partir du vendredi 29 juin 2018 une visite d'État à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 11h à l'aéroport international de Conakry-Bessia, les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers, membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux des unités mobiles d'intervention et de sécurité de la douane et des conservateurs de la nature, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Conakry le 28 juin 2018, signé le directeur du bureau de presse de la présidence de la République, Moussa Cissé. La Guinée augmente ses points. La Guinée augmente donc ses points au conseil d'administration du FMI avec succès. Il passe à la première revue du programme économique et financier appuyé par la facilité élargie de crédit. C'est dans cette optique que le conseil des ministres de ce jeudi 28 juin décide de la suppression de la Direction nationale de passation des marchés publics. Il était présidé par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Mohamed Sankom pour le commentaire.
Le gouvernement guinéen prendra toutes les dispositions pour que les textes d'application soient pris dans les 6 mois qui suivent leur adoption. C'est une instruction du chef de l'État à la session du Conseil des ministres de ce jeudi 28 juin 2018. Le chef de l'État demande également au ministre de la Santé de mettre à la disposition des hôpitaux préfectoraux les produits pharmaceutiques stockés à Manéa. Le professeur Alpha Condé demande au gouvernement de la République de soutenir la création par l'Organisation des Journées nationales de la recherche et de l'innovation. Au titre du deuxième point de ce Conseil des ministres, axé sur le compte rendu des conseils interministériels des 19 et 26 juin, le Conseil des ministres a entendu le ministre de l'Économie et des Finances sur la présentation de 2 projets de loi. La modification de la loi du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations de services publics, ainsi que les règles de gouvernance des projets publics en République de Guinée. Il a expliqué que pour apporter des mesures correctives aux lourdeurs dans la mise en œuvre des procédures de passation des marchés publics, le premier projet de loi envisage, entre autres, la suppression de l'intervention de l'ACGPMP dans le processus de passation des marchés, le transfert de la fonction de passation au niveau des autorités contractantes et des institutions, le renforcement de l'ARMP dans son rôle de régulateur, la suppression de la Direction nationale des marchés publics, DNMP, la création d'une Direction nationale du contrôle des marchés publics sous tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. S'agissant du deuxième projet de loi, le ministre a expliqué que la réforme menée au plan institutionnel et normatif porte sur l'adoption et la mise en vigueur de la loi portant sur les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations des services publics. Il a indiqué que cette réforme est à optimiser pour raccourcir les délais de passation des marchés publics et pour améliorer la qualité et les coûts des prestations. Le ministre des Mines et de la Géologie a fait une communication relative à la convention de base pour l'exploitation des gisements de bouquet par la société Dynamic Mining Sarlou, une société qui est détentrice du permis en 2013 pour l'exploitation de 250 km² dans la sous-préfecture de Malapouya à Bouquet. Le ministre des Travaux publics a fait le compte-rendu des travaux d'urgence relatifs à l'assainissement. Le ministre a indiqué que le gouvernement a mis en place une campagne d'urgence dénommée Programme d'urgence d'assainissement de la ville de Conakry. Le ministre a indiqué que sur la démarche opérationnelle, le comité interministériel a opté pour une stratégie de travaux à haute intensité de main-d'œuvre à travers la participation de 13 100 jeunes. Des équipes de jeunes procéderont au curage des caniveaux et des exutoires, y compris des opérations de désensablage. Cet effectif important de jeunes à employer démarrera effectivement ses activités à l'occasion de la journée de la citoyenneté prévue le samedi 30 juin 2018. D'autres questions diverses ont été également soulevées par le Conseil des ministres. Il s'agit de la participation de la Guinée aux Jeux universitaires prévus en Éthiopie, de la réhabilitation du pont de l'Insan, des informations sur le crash d'avion à l'Insan et surtout du passage de la Guinée avec succès à la première revue du programme économique et financier, appuyé de la facilité élargie de crédit au niveau du conseil d'administration du Fonds monétaire international. Le président de la République a inauguré le 25 juin 2018 la mutuelle financière des femmes africaines MUFA de Dalaba. Mais avant, professeur Alpha Condé était en compagnie de plusieurs personnalités à la place des martyrs de cette ville du Fouta Djallon où un accueil chaleureux leur a été réservé. Sanassi Keita. Fortement mobilisée dans la ville de Dalaba, cette population en liesse s'est donné rendez-vous, ici à la place des martyrs. Objectif, témoigner de son soutien sans détour au président de la République.
artistes et comédiens sont aussi là pour conférer à cet événement toute son importance. Et malgré les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville de Dalaba, ces citoyennes et citoyens sont restés sur place pour attendre le chef de l'État pendant plus de 12 heures. Ce qui dénote surtout de l'amour que cette population a pour professeur Alpha Condé. Professeur Alpha Condé qui arrive sous les ovations de ses habitants pour procéder ici à l'inauguration des MUFA. La présidente de la mutuelle financière des femmes africaines de Dalaba est tout simplement ravie de voir aujourd'hui leurs conditions de vie changer avec cette initiative du chef de l'État qui vise tout simplement à soutenir les femmes et les jeunes. Cette vision combien solidaire se concrétise aujourd'hui par l'ouverture des MIFA sur toute l'étendue du territoire national qui constitue un véritable instrument d'autonomisation des femmes pour ainsi les libérer des pesanteurs socio-culturels. De nos jours, grâce à votre clairvoyance, la quasi-totalité des femmes guinéennes se livrent à des activités génératrices de revenus à travers des fonds alloués au MIFA. C'est pour toutes ces raisons que nous, femmes de Dalaba, vous disons merci et nous nous engageons à pérenniser ces acquis. Les ambitions du directeur général d'Afriland First Bank sont claires pour ces femmes et jeunes du pays. Acquérir l'indépendance économique plus grande, c'est disposer des moyens de participer au processus de croissance, d'y contribuer et d'en tirer d'une manière qui vous rassure la reconnaissance et la valeur de vos apports, le respect de votre dignité, ainsi que la possibilité de négocier une répartition plus équitable des bienfaits que procure la croissance. Et c'est cela le but visé par les MUFA et les MC2. Je vous encourage, chères braves femmes de Dalaba, à continuer le combat pour l'autonomisation des femmes et des jeunes guinéens et surtout, prenez grand soin de cette nouvelle structure de développement endogène. Pour marquer notre engagement et soutenir davantage le processus que vous avez enclenché, le président de la République nous a instruit de vous donner une ligne supplémentaire d'1 milliard de francs guinéens. Dans son message, le président de la République met au centre de ses préoccupations l'amélioration substantielle des conditions de vie et de travail des femmes et des jeunes. Je suis venu surtout m'adresser aux femmes et aux jeunes. Vous venez d'entendre que les crédits pris par les femmes ont été remboursés à plus de 98%. C'est le cas partout en Guinée pour les MIFA. C'est pourquoi le gouvernement est encouragé à accompagner les femmes. Au début, nous avions 65 milliards de lignes de crédit. Mais à cause de la détermination montrée par les femmes pour le remboursement et leur sérieux, aujourd'hui nous avons une ligne de crédit de 165 milliards. C'est pourquoi donc nous pouvons accompagner les femmes de Dalaba. Mais je dis à la présidente de faire un peu plus d'efforts. Vous n'avez pas beaucoup cotisé. Vous avez cotisé 150 millions. Mais avant, moi, je vous avais donné 300 millions. Donc ça ne fait que 450. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il n'y a que 600. Or, notre objectif, c'est de sortir les femmes de Dalaba de la pauvreté et de leur rendre leur autonomie. Donc nous allons de nouveau vous accompagner. Mais la condition est que vous attirez d'autres femmes dans la MIFA. Donc nous allons vous donner encore 300 millions. Donc vous allez disposer d'une ligne importante de crédit. Mais ce n'est pas seulement l'argent que nous mettons à votre disposition. Nous mettons aussi des moyens de travail. Madame Barry et Madame Diakabé qui sont là avec moi sont chargées d'accompagner les femmes afin de les aider à mieux capitaliser leur travail. L'honneur est ainsi revenu au chef de l'État de procéder à l'inauguration officielle de la MUFA de Dalaba. Une MUFA dont les installations ont été visitées par professeur Alpha Condé. Même ambiance de fête à Mamoun, fortement mobilisée. C'est dans la joie et la bonne humeur que les populations de la ville Carrefour ont reçu professeur Alpha Condé à la place des martyrs. Après les réjouissances, professeur Alpha Condé a procédé là-bas aussi à l'inauguration de la mutuelle financière des femmes africaines. Ibrahima Keita. La ville Carrefour Mamou. Ici, le président de la République, le professeur Alpha Condé, est accueilli en combattant contre la pauvreté à travers les mutuelles financières des femmes africaines MUFA et le nouvel modèle MC2.
Ces infrastructures de lutte contre la pauvreté initiées par le chef de l'État sont destinées aux femmes et aux jeunes. C'est le 7 novembre 2016 que le 67e modèle de MUFA a été lancé avec 1448 mutualistes pour une mobilisation de 400 millions de francs guinéens au compte de la première ligne de crédit accordée par Afriland First Bank. Ce qui était un rêve est devenu une réalité à Mamou. Dans cette ville carrefour qui a bénéficié des dizaines d'infrastructures à la faveur de l'an 56 de l'indépendance nationale, les femmes et les jeunes peuvent désormais se frotter les mains pour assurer leur indépendance économique à travers la MUFA et le MC2. C'est pourquoi dans son intervention, le préfet a rendu hommage au chef de l'État pour son engagement à sortir la Guinée de la pauvreté. Votre visite aujourd'hui s'inscrit en droite ligne dans la dynamique de la mise en œuvre du projet de société que vous ambitionnez pour le peuple de Guinée en général et en faveur des jeunes et des femmes en particulier. Vous avez dit, vous avez fait. Votre mandat que vous avez dédié de façon solennelle aux jeunes et aux femmes a déjà pris son envol et a porté ses premiers fruits, car les jeunes et les femmes de Mamou, à travers leurs mutuelles, rivalisent d'ardeur dans les groupements maraîchers, les ateliers de saponification et de teinture, d'agriculture et d'élevage, ainsi que dans le renforcement de toutes leurs capacités. À l'image des autres localités du pays, la promesse du chef de l'État en faveur des femmes et des jeunes se concrétise. Excellence, Monsieur le Président de la République, les femmes de Mamou vous disent merci. Notre présence à cette rencontre traduit tout l'intérêt que nous portons à votre programme de société, Excellence, Monsieur le Président de la République, dans lequel vous avez fait des femmes et des jeunes de Guinée votre priorité. Elle traduit également notre appréciation positive de la qualité de vos initiatives et du courage que vous avez pour mener à bien toutes les réformes que vous entreprenez pour l'émergence d'une Guinée nouvelle où il fait bon vivre. Excellence, Monsieur le Président, vous avez le soutien des femmes de Mamou. Excellence, Monsieur le Président de la République, les braves femmes de Mamou et de la MUFA de Mamou me chargent de vous transmettre toutes mes satisfactions pour cette belle initiative en faveur des femmes de Guinée en général et celles de Mamou en particulier. Et surtout, elle apprécie votre courage, votre dévouement, votre amour pour la mère patrie, mais aussi pour vous livrer un message personnel et sympathie et un appel à l'engagement pour la lutte contre la pauvreté et le sous-développement de notre pays. Son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, rêve de faire de la Guinée un beau pays, un pays qui fera de la pauvreté une histoire ancienne, un pays dans lequel chaque citoyen est digne et responsable. Or, nous devons nous poser deux questions simples. Comment être digne tout en étant pauvre? Comment accomplir ses devoirs et responsabilités de citoyen, de père, de mère, d'oncle ou de tante, tout en manquant le nécessaire pour assouvir les besoins fondamentaux? Vous connaissez tous la réponse à ces questions, puisque vous savez que la dignité passe par la lutte contre la pauvreté. Aussi, vous voulez par la création de richesses. Cela revient à dire que notre microbanque a été autorisée par le gouvernement parce qu'elle porte en elle les germes de la victoire de la richesse. Elle obéit à la vision du chef de l'État qui veut endiguer la pauvreté et donner la dignité à tous les Guinéens. Excellence, Monsieur le Président de la République, les populations de la Guinée sont fières, heureuses et sensibles à toutes vos marques d'affection et de soutien. Merci d'avoir rehaussé de votre présence l'éclat de la présente cérémonie, que la délégation qui vous accompagne et vous-même trouve ici l'expression de notre profonde reconnaissance. C'est justement dans cette perspective qu'Afriland First Bank, au vu du taux de remboursement des femmes membres de la MUFA, a accordé 1 milliard de francs guinéens à celle-ci et 1,5 milliard aux jeunes membres du MC2. Chers mutualistes de la MUFA et de la MC2 de Mamou,
Je me réjouis de constater que vous faites tout ce qui est nécessaire pour gérer avec rigueur et responsabilité votre MC2 et MUFA. Vous démontrez par là que le changement de mentalité et de la façon de penser dont parle le chef de l'État est déjà effectif à Mamou. C'est pourquoi, sous ces instructions, nous allons vous accorder une ligne additionnelle de 1 milliard pour la MUFA et de 1,5 milliard pour la MC2. Excellent Monsieur le Président de la République, notre détermination à Afriland First Bank est de vous accompagner dans ce combat de lutte contre la pauvreté et de création de richesses au sein de toutes les couches vulnérables de la Guinée. Dans son franc-parler habituel, le président de la République, le professeur Alpha Condé, après avoir remercié les mutualistes, les a invités à s'impliquer davantage dans le secteur agricole. Sage de Mamou, opérateur économique, femmes et jeunes de Mamou, je suis heureux de venir féliciter les femmes et les jeunes de Mamou pendant l'engagement pour le développement. Ici, les jeunes et les femmes viennent de démontrer qu'ils sont comme les femmes. Donc ça veut dire que nous pouvons accompagner les yeux fermés les hommes agriculteurs, je dis bien, et les jeunes, parce qu'ils remboursent à 100%. Et j'espère que Mamou va être un modèle pour les autres préfectures. J'ai dit que la pauvreté n'est pas une malédiction. Lula a pu sortir des millions de Brésiliens de la pauvreté. La Chine, en un peu plus de 20 ans, a pu sortir des centaines de millions de Chinois de la pauvreté. En Guinée, nous sommes moins de 20 millions. Comment ne pourrions-nous pas sortir ces moins de 20 millions de la pauvreté? Mais pour sortir les Guinéens de la pauvreté, il faut commencer par les couches les plus défavorisées. Les femmes, les jeunes, les agriculteurs et les éleveurs. Nous avons déjà accompagné les femmes de Mamou par une contribution financière. Maintenant, il s'agit de leur donner des moyens de travailler en mettant à leur disposition des appareils pour transformer. Nous avons commencé par le fonio, parce que le fonio est un des aliments les plus recherchés aujourd'hui dans le monde, parce qu'il n'y a pas de gluten. Donc c'est bien pour la santé de tout le monde, mais particulièrement les diabétiques et ceux qui ont l'hypertension. J'ai reçu la lettre d'un des plus grands patrons de restaurants en France. Il m'a dit qu'il a acheté le fonio et qu'il n'a jamais vu une céréale aussi importante pour la nourriture. Et qu'il va nous accompagner. J'ai nommé un conseiller commercial à Washington, près de l'ambassadeur. Son rôle est de circuler pour aller présenter nos produits dans les différents monoprix aux États-Unis. Parce que nous sommes membres de l'Agora et nous pouvons vendre nos produits aux États-Unis sans payer de taxes. Donc nous encourageons les femmes à produire le fonio. Toute l'Afrique de l'Ouest produit 600 000 tonnes de fonio. Et sur ces 600 000 tonnes, la Guinée seule produit 400 000 tonnes. Mais cela ne nous rapportait pas beaucoup, parce qu'on vendait nos fonio dans les pays voisins. Donc ceux qui vendaient, il y avait le plus-value. L'année dernière, j'ai bloqué 200 tonnes de fonio qui allaient au Mali. J'ai ramené à Cancan. Les femmes ont protesté. J'ai dit, on vous achète ça combien à Bamako? Elles ont dit 7 000 francs. Alors moi, je vous rachète les 200 tonnes à 8 000 francs. Et nous avons racheté les 200 tonnes. Et tous les autres fonio dont les femmes disposaient. Mais comment encourager les femmes à augmenter la production de fonio? Produire le fonio, ce n'est pas plus difficile que produire le riz. Ce n'est pas ça qui est compliqué. Mais c'est le travail de fonio qui est difficile. Les femmes savent qu'elles souffrent beaucoup pour piler le fonio. Et quand vous pilez trop, vous avez des cales dans la main. Or, tout le monde reconnaît que les femmes guinéennes sont parmi les plus belles en Afrique de l'Ouest. Mais si elles ont des cales dans la main, elles seront moins. Donc, nous ne voulons pas tirer des cales dans la main. C'est pourquoi nous avons fabriqué des machines qui décollent, qui pilent et lavent le fonio. Et Mme Baye de Madina et Diakabé et Mme Keita sont en train de distribuer ces machines dans toutes les sous-préfectures où on produit le fonio. Mais cela est valable aussi pour le maïs. Ensuite, nous avons organisé une structure d'achat. Tout le fonio produit par les femmes sera acheté par nous. Qu'est-ce qu'on demande aux femmes? De pré-cuire. Parce que quand elle pré-cuit, on met dans les sacs d'1 kg et 500 grammes, on met dessus ce qu'il y a dedans, et comme on cuit, donc, il suffit seulement de mettre de l'eau et de mettre dans le micro-ondes, 10 minutes après c'est fini. Donc n'importe qui dans le monde peut cuire le fonio. Parce que nous avons acheté en Chine une machine qui fait l'emballage,
qui met un fonio de Guinée et met toutes les caractéristiques. Donc n'importe qui, dans n'importe quel monoprix, on peut vendre et n'importe quelle femme, aux États-Unis, en France, n'importe où, peut acheter et cuire le fonio. Mais seulement, ce n'est pas seulement le fonio de maïs, nous accompagnons les femmes aussi dans les autres activités. Par exemple, le miel. Mme Jakagbe et Mme Bari viennent de signer un accord avec Dubaï pour acheter le miel de Guinée. Donc aujourd'hui, nous pouvons vendre tout notre miel à condition qu'il soit bien présenté et bien emballé. C'est la même chose pour tous les autres produits, beurre de qualité, moringa, etc. Ce que nous demandons aux femmes, c'est d'associer d'autres. Vous êtes 1000 et quelques, mais il faut faire en sorte que pas seulement les femmes de la ville de Mamou, mais que les femmes de sous-préfecture aussi, des différentes sous-préfectures puissent être membres de la MIFA, parce qu'on veut sortir toutes les femmes de Guinée de la misère. Le MCD2, ils sont 789 et ils ont cotisé 750 millions. Afrina leur a prêté 2 milliards et ils ont remboursé à 100% les 2 milliards. Donc il faut que les directeurs d'Afrina Bank changent. Vous avez dit que vous allez les prêter 1,5 milliard. Non, vous avez prêté 2 milliards, vous avez remboursé. Il faut les prêter au moins 2 milliards ou 3 milliards. C'est ça la logique. Et moi, je vais mettre à leur disposition les tracteurs et les moissonneuses batteuses gratuitement. Hier, au Fouta, on produisait beaucoup de pommes de terre. Malheureusement, ni Ousmane Baye, ni Alain Guéréguéi, ni Alain Alphamad, on devait manger les pommes de terre, sauf le riz. Donc, tous les pommes de terre étaient vendus au Sénégal. Quand le Sénégal a fermé les frontières, les pommes de terre ont pourri. Donc, nous avons tiré une leçon. Nous ne sortirons plus jamais de produits bruts agricoles en Guinée à l'extérieur. Pour les pommes de terre, nous avons acheté 4 usines. Nous avons installé un à Timimadina et l'autre à Soumbara. Et comme vous avez vu la plaquette, vous mettez les pommes de terre et à bout, vous avez des fruits congelés qui sortent. Il suffit seulement de les mettre dans les conteneurs pour les exporter à l'extérieur. Et c'est ce que nous allons faire pour tous nos produits agricoles. Car c'est la transformation industrielle qui donne de plus-value à nos produits agricoles. Donc je suis venu dire aux femmes et aux jeunes de Mamou qu'on peut sortir de la pauvreté. On n'est pas condamné à mourir pauvre. Le gouvernement est prêt à vous accompagner. Ce qu'on vous demande, c'est de vous organiser, les femmes en MIFA, les jeunes en groupement d'intérêt économique. Pour les jeunes qui ne sont pas agriculteurs, nous allons faire venir des boulangeries conteneurs. Et chaque boulangerie conteneur peut faire 4000 pains par jour. Nous allons faire venir des petites machines pour faire les jus de fruits. Nous allons faire venir des machines pour faire les pommes de terre chips. Nous allons faire venir des décortiqueuses pour transformer les riz paddy en riz net. Ça, c'est pour les autres jeunes. Donc, nous allons accompagner tout le monde. Vive Mamou! Vive les sages de Mamou! Vive les opérateurs économiques! Vive les femmes! Vive les jeunes! C'est justement pour lier l'utile à l'agréable que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a procédé à l'inauguration de la MIFA de Mamou. Le chef de l'État s'est fait le plaisir de visiter ce bâtiment qui abrite désormais le bureau de la MIFA de Mamou. Le professeur Alpha Condé s'est dit impressionné par l'engagement du personnel. Auparavant, le chef de l'État a visité le centre d'accueil de Tiangol, un centre qui s'inscrit dans le cadre de la réalisation des infrastructures au compte des festivités de l'an 56 de l'indépendance nationale à Mamou. C'est un complexe qui a coûté plus de 2 milliards de francs guinéens qui n'est malheureusement pas équipé. Vous suivrez l'intégralité de cet élément demain sur votre télévision nationale. Après cette tournée au Fouta, le chef de l'État s'est rendu à Lomé, dans la capitale togolaise. Professeur Alpha Condé et son homologue du Ghana sont allés discuter avec les acteurs politiques du Togo sur les différents problèmes qui les opposent dans leur pays. À l'issue des rencontres, un compromis a été trouvé pour maintenir la paix et la stabilité dans ce pays. Sanassi Keita. Impliqué dans la résolution de la crise politique togolaise, le président de la République arrive ce mercredi 27 juin 2018 à Lomé. Professeur Alpha Condé est accueilli par son homologue togolais Faure Gnassingbé à l'aéroport international Gnassingbé et Adema. Nombreuses sont les personnalités togolaises et étrangères qui sont venues à cet aéroport international pour réserver au professeur Alpha Condé une réception chaleureuse. Au salon de cet aéroport, les deux chefs d'État se sont entretenus longuement sur cette crise politique inter-togolaise. Objectif, trouver une issue favorable afin de permettre au peuple togolais de se donner davantage la main en vue de préserver le tissu social. Les deux facilitateurs impliqués dans cette crise politique,
Professeur Alpha Condé et Nana Akufo-Addo ont longuement échangé à cet effet avec l'ensemble des acteurs politiques togolais sur tous les différends qui les opposent. Les deux facilitateurs ont dans leurs interventions appelé tous ces acteurs politiques togolais à œuvrer pour le maintien de la stabilité dans le pays en privilégiant surtout le dialogue. Nous sommes venus accompagner nos frères togolais parce que vous savez, pendant tout mon mandat à la tête de l'Union africaine, j'ai dit que les problèmes africains doivent être réglés par les Africains et que l'essentiel de nos problèmes très sont de difficultés sont dus à des ingérences étrangères et que nous sommes donc capables de prendre notre destin en main. Mais j'ai dit aussi que nous ne devons pas être un syndicat de chefs d'État complaisants. Nous devons nous parler franchement en ayant comme seul intérêt les intérêts du peuple africain. Donc nous ne venons pas au Togo pour être solidaires de tel ou tel. Nous ne venons pas en donnant de leçons. Mais notre objectif, c'est d'accompagner la classe politique togolaise, mouvance présidentielle comme l'opposition, à s'en trouver une solution pacifique pour le bonheur du peuple togolais. Cela étant important que nous sommes dans un monde aujourd'hui extrêmement difficile. Nous avons le chômage des jeunes qui emmène nos enfants tous les jours. Nous voyons des spectacles désolants que nous voyons aujourd'hui. Nous avons le changement climatique qui réduit nos possibilités de développement. Et nous ne pouvons plus compter tellement sur l'extérieur, nous devons compter sur nous-mêmes. Donc il est important que le pays soit en paix, qu'il y ait la concorde entre les hommes politiques, afin que réellement nous puissions relever des défis, d'autant plus que si nous avons raté les 3 premières révolutions du ciel, la première à cause de l'esclavage, la troisième à cause de la colonisation, nous avons la chance aujourd'hui avec la 4e révolution du ciel de rattraper notre retard. Mais cela suppose qu'il y ait la paix, la tranquillité, que nous puissions permettre à nos jeunes de maîtriser de nouvelles technologies, de déposer de l'énergie afin qu'on ne soit plus des fournisseurs de matières premières et dévoir ça de marché, afin que nous puissions transformer de matières premières sur place. Cela n'est pas possible s'il n'y a pas une entente, s'il n'y a pas une conciliation. Donc, évidemment, on peut avoir des objectifs, mais dans les négociations, ce n'est pas possible de s'entendre si chacun ne fait pas des concessions. Si chacun veut absolument avoir la satisfaction de tous ces revendications, on ne trouvera jamais de solution. Donc nous comptons sur nos frères togolais, la mouvance comme les 14 partis, que chacun accepte de faire les concessions nécessaires pour que les manifestations cessent. Vous savez, dès qu'on voit sur France 24 manifestations, tout de suite les investisseurs hésitent. Et nous ne souhaitons pas cela. Donc nous espérons que chacun de vous sera patriote et responsable en cette vie d'intérêt du peuple togolais. En tout cas, nous serons impartials, nous venons en frères, parce que ça, quand la case de 3 voisins ne s'y tient pas, le feu va atteindre aussi la case. Donc nous avons donc intérêt à la paix, à la tranquillité pour le développement du peuple togolais. Après plus de 4 heures de discussion entre opposition et parti au pouvoir, Professeur Alpha Condé et Nana Akufo-Addo arrivent à obtenir des compromis de part et d'autre, notamment la liberté de manifester, mais en respectant scrupuleusement les lois du pays et la libération des détenus politiques. Les deux présidents feront donc le compte-rendu de ces assises de Lomé au prochain sommet de la CEDEAO. On revient ici à Conakry, plus précisément au palais Sékou Touré où s'est tenue ce jeudi la cérémonie de présentation de la lettre de créance du nouvel ambassadeur de l'Ouganda en Guinée. Le diplomate ougandais a promis d'œuvrer pour le renforcement des relations bilatérales entre son pays et la Guinée. Le résumé, c'est avec Mohamed Lamine Souma. Au drapeau. Le palais Sékou Touré aux couleurs de la République d'Ouganda. C'est à l'occasion de la présentation des lettres de créance de l'ambassadeur de la République d'Ouganda en Guinée. Your Excellency, I am pleased to hand over to you the credential letters by which His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni accredits me as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Your Excellency, as well as those of recall of my predecessor.
Les échanges avec le président de la République, professeur Alpha Condé, ont porté sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Son Excellence Nelson Ochege a exprimé sa reconnaissance au président de la République pour ses efforts inlassables en faveur du renforcement de la paix et de la stabilité en Afrique. Le ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana a présenté hier à l'hémicycle la politique générale du gouvernement, une politique axée pratiquement sur tous les domaines de la vie de la nation, mais avec un accent particulier sur l'emploi des jeunes, la lutte contre la corruption ou encore la criminalité dans notre pays. Adi Kamara. Cette politique générale du gouvernement vient soutenir le projet de société du président de la République, professeur Alpha Condé. Pour ce faire, Dr Ibrahima Kassori Fofana, Premier ministre, veut mettre l'accent sur la lutte contre le banditisme et la criminalité. La recrudescence de la criminalité qui a atteint en effet des proportions inquiétantes dans nos villes et villages. Les voleurs et autres coupeurs de route entretiennent un climat de terreur dans la cité. Nous y travaillerons avec vigueur. Je voudrais vous donner l'assurance ici et maintenant qu'aucun crime ne restera plus impuni. Les sévices et la mort cruelle infligée notamment à notre concitoyen Elhadji Toura Diallo, arraché à l'affection des siens, et tous les autres crimes de ces dernières années, élucidés ou non, connaîtront des suites judiciaires appropriées. L'autre défi qui s'affiche devant le gouvernement Kassori, c'est la formation, l'emploi jeune et l'entrepreneuriat féminin. Le mandat donné à l'équipe gouvernementale par le chef de l'État est de traduire les performances macroéconomiques en réalité microéconomique positive en termes de pouvoir d'achat de chaque foyer aux familles guinéennes, de chaque entreprise ou unité de production opérant en Guinée pour le bénéfice des Guinéens. Dr Ibrahima Kassori Fofana confirme déjà l'adoption d'une nouvelle référence pour la croissance économique de la Guinée. Là-dessus, le Premier ministre a insisté sur la digitalisation de notre fiscalité en vue de renforcer la capacité de mobilisation des ressources internes. Pour garantir la mobilisation optimale des recettes publiques, mon gouvernement s'engage à atteindre les niveaux de financement requis à travers la mobilisation des recettes fiscales et administratives ainsi qu'une maîtrise des dépenses publiques. Je veillerai à faire respecter les procédures de gestion des finances publiques et à renforcer plus efficacement le contrôle de la dépense publique. Nous sommes conscients de l'enjeu de la participation des populations dans la gouvernance locale. Nous mettrons en place un dispositif institutionnel en relation avec les collectivités afin qu'elles disposent de capacités suffisantes pour assurer leur rôle. L'appui au secteur privé qui, comme vous le savez, joue un rôle prépondérant dans la création de richesses et d'emplois sera au centre de nos préoccupations. C'est un gouvernement très déterminé à vaincre les inégalités sociales et économiques à travers des mesures drastiques, la conception et la réalisation des projets structurants au profit de la population guinéenne. Je vous le disais dans les titres, en 2016, les mines ont rapporté exactement 2930 milliards de francs guinéens à notre pays. C'est le rapport 2016 de l'ITIE Guinée qui le mentionne, un document qui était très attendu mais qui est enfin prêt avec bien d'autres informations précises concernant le secteur minier sur une année, celle de 2016. Mamad Alpha Baldé. C'est le résultat de plusieurs mois de travaux. Le rapport ITIE Guinée 2016 est enfin présenté aux différents acteurs du processus. Il retrace l'ensemble des flux financiers entre l'État et les entreprises minières durant une année. En 2016, la contribution du secteur extractif au budget national est estimée à 2930 milliards de francs guinéens, soit 97% des recettes d'exportation.
Ce qui est important dans ce rapport, c'est que ça met en exergue les efforts qui ont été fournis ces dernières années sous l'égide du président de la République, le professeur Alpha Condé, pendant ces dernières années. Le secteur minier se porte de plus en plus mieux. Nous avons également constaté le fait que la contribution du secteur minier, en dépit de tout ce qui est en train d'être fait dans les autres secteurs, le secteur minier apporte aujourd'hui une part importante des recettes courantes qui se trouve autour de 24%, le PIB autour de 22%. Aujourd'hui, le secteur minier continue à tirer la barre haute dans le développement économique du pays. Pour ce nouveau rapport jugé plus détaillé, 35 entreprises minières sont prises en compte. En 2016, le plus gros contributeur du secteur minier reste la CBG avec environ 50% des revenus globaux. Après cette première présentation, le 12e rapport ITIE-Guinée sera publié avant la fin de ce mois. Bon, il est explicite dans le sens où effectivement on a essayé d'élaborer un document de référence où il y a des informations contextuelles assez détaillées sur le cadre juridique, sur le cadre fiscal, sur les procédures d'octroi des permis, mais aussi ça couvre bien entendu les revenus, le rapprochement des revenus. Également, on a des informations très détaillées sur les paiements sociaux donc des entreprises, sur la contribution des entreprises au développement local. Le rapport ITIE 2016, c'est un document de référence. On a bon espoir que en fait, voilà, on sera renouvelé parce qu'effectivement, on a une qualité du rapport, on a les informations qui sont complètes et les recommandations, comme je vous l'ai dit, ne sont pas beaucoup. Et d'ailleurs, même aussi sur ces recommandations, ce qui a été noté aujourd'hui, c'est que beaucoup de choses, parce qu'il faut le rappeler, c'est le rapport 2016 en réalité. Et entre 2017 et 2018, il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire dans le secteur minier. Aujourd'hui, un cap est franchi dans le processus de validation de la Guinée. Dans 2 mois, le pays sera devant l'ITIE international pour tenter de maintenir sa conformité et rester dans le cercle des pays au secteur extractif transparent. Santé à présent, la qualification des équipes chargées de la surveillance épidémiologique est une priorité pour les nouvelles autorités sanitaires et leurs partenaires. Le bureau CDC de la Guinée a initié et financé le programme de formation en épidémiologie de terrain de première ligne avec une meilleure approche pour les acteurs de la santé humaine, environnementale et animale. Adia Toubari. Épidémiologie de terrain de première ligne, une nouvelle approche en expérimentation en Guinée. Le programme se définit par l'apprentissage des techniques d'investigation des cas de pathologie à potentiel épidémique et celle de l'interprétation des données sanitaires collectées sur le terrain. Une nouvelle stratégie de surveillance épidémiologique pour faciliter les prises de décision au niveau central. Cette approche va, aider les jeunes médecins à s'approprier du contexte épidémiologique de leur localité. C'est-à-dire quelles sont les maladies qui peuvent affecter un grand nombre de la population dans leur localité. Ils doivent faire même des révisions et faire la cartographie de ces maladies dans leur propre localité sur les 10 à 20 dernières années pour savoir à quel type de maladie ils peuvent s'attendre et qui pourraient survenir dans leur localité. Et une fois identifiées ces maladies, et comme les mesures sont connues, ils doivent prendre les mesures préventives et même se préparer en cas de survenue, quelles sont les actions que nous devons mener pour circonscrire l'envergure de ces maladies. Le programme épidémiologie de terrain de première ligne est financé par CDC. Il concerne les acteurs de 3 secteurs, la santé humaine, environnementale et animale. Des secteurs qui mettent en commun leur énergie pour freiner les maladies zoonotiques émergentes à travers la détection à l'origine. Ce rôle revient aux vétérinaires comme le montre le rapport hebdomadaire de la surveillance épidémiologique de Zérékoré qui révèle 162 cas de morsure de chiens. Pour parler d'une maladie zoonotique au sein de la population humaine, il faut que ça se développe d'abord au niveau de l'animal. Si jamais la maladie est maîtrisée au niveau de l'animal, on pourra l'éradiquer ou éviter la transmission au niveau de l'homme. On prévoit aussi augmenter le numéro des vétérinaires et des représentants de services d'environnement formés en épidémiologie de terrain parce que ce sont les principes d'investigation des maladies. Ce n'est pas réservé seulement aux médecins, mais tout le monde qui travaille dans le système de surveillance, donc les gens qui peuvent identifier les morts
peut-être en grappe des animaux ou bien les choses comme ça, l'anthrax, la rage, et toutes ces maladies zoonotiques-là, ça nécessite aussi l'appui des autres domaines. Avec ce programme, 108 professionnels de la santé se sont perfectionnés en épidémiologie de terrain de première ligne. Ils sont répartis entre les 38 districts sanitaires du pays. Relever progressivement les indicateurs de surveillance épidémiologique en vue de contenir l'épidémie de rougeole en cours dans le pays est le principal défi. C'est devenu une tradition. Le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance célèbre chaque année la journée de l'enfant africain dans une des régions du pays. Cette année, c'est la cité de Kamsar qui a été au cœur de cet événement consacré au bien-être de l'enfant. De retour de Kamsar, Marie-Angélique Bangoura nous fait son compte-rendu. Kamsar, l'une des sous-préfectures de Boké. Ici, 300 enfants sont regroupés pour donner une couleur particulière à la célébration de la journée de l'enfant africain. Cette grande rencontre a permis de présenter les 10 aspirations qui prennent en compte leurs conditions de vie, notamment garantir un environnement assaini, mettre en place un mécanisme communautaire d'alerte des cas de violation des droits des enfants et sensibiliser les parents sur l'importance de l'école et les stéréotypes sexistes. Un plaidoyer qui est remis aux acteurs régionaux et préfectoraux. L'une des aspirations des enfants, c'est leur protection contre l'exploitation, contre toute forme de travail qui est au-delà de leur âge, mais aussi les protéger contre les violences. Donc le Boké étant une zone minière, il va sans dire que les sorties de l'école pour les mettre sur les mines, ça c'est une aubaine pour les parents et ce qui n'est pas bon justement pour ces enfants-là. Dans ces préoccupations, l'engagement du gouvernement et celui des partenaires est primordial. En synergie, il s'agit de combattre les violences, les mauvais traitements et l'exploitation des enfants. Que ce soit dans les zones minières comme celle-ci ou dans les zones qui sont non minières, chacune de ces communes a ses particularités. Mais ce qui est très important, c'est de doter les collectivités locales des compétences qui vont leur permettre de promouvoir la protection, la promotion de tous ces citoyens, mais de la jeunesse et des enfants en particulier. Je saurais traduire ça fidèlement, n'est-ce pas, à nos gouvernants. Qu'ils sachent, ils auront la copie, n'est-ce pas, de ces 10 aspirations qui sont décrites dans ce livret-là. Ce serait la Bible pour nous, pour accompagner les enfants dans leur développement et dans leur épanouissement. Le ministère en charge de l'enfance initie des programmes pour soutenir cette couche vulnérable. À Kamsar, la célébration de l'enfant africain a été aussi marquée par la distribution des enveloppes pour redonner le sourire à 30 enfants malades à l'hôpital Anaïm de Kamsar. Autre geste de charité, c'est le déjeuner et les cadeaux offerts aux enfants déshérités. Un moment de rencontre conviviale qui apporte de la joie aux enfants venant de différents horizons. J'ai reçu des conforts et des jouets, des livres, ensuite des poupées. J'ai reçu des poupées, ça me fait plaisir. Donc je remercie tout le monde. Ces gestes de charité contribuent au bien-être de l'enfant guinéen. D'ailleurs, les 10 aspirations tirées de l'agenda 2040 de l'Union africaine en faveur des enfants pourront aider à rehausser le niveau de leur prise en charge. Ce document sera mis à la disposition des 342 communes du pays pour servir de repère à la réduction de la pauvreté et à la vulnérabilité des tout-petits. En plus bref, la Coupe du monde de football Russie 2018 se poursuit. L'information du jour concerne